Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire en compagnie d'Alexandre de GDAF. Donc, le thème, comme vous avez pu le voir, donc c'est atteindre ses objectifs financiers, donc tout en contrôlant ses dépenses. Donc voilà, donc on va faire sur un format relativement court, donc ça va être 20-25 minutes sur le webinaire pur et après 5 minutes, 5-10 minutes de questions. Voilà, donc du coup, ce que je propose dans un premier temps, Alexandre, c'est de te présenter ce que tu fais, Ouais, puis après j'enchaînerai moi de mon côté. Ça te va? ça me va, merci, merci Clément. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc Alexandre Sanguinetti, je travaille pour le cabinet Digidaf que j'ai rejoint en tant qu'associé et directeur général du développement en septembre dernier, après une carrière d'une vingtaine d'années, une première partie après une école d'ingénieur plutôt sur des problématiques IT, tech et télécom. Et ensuite, après un MBA, je me suis orienté vers la finance d'entreprise, euh, que j'ai passé, voilà, où j'ai passé des rôles, voilà, j'ai gravi les échelons, en particulier au Japon, dans un contexte très international, dans une start-up aérienne, l'équivalent d'un Ryanair en Europe, pour monter la société au Japon. Donc j'étais en charge de mettre en place tous les process de budget, de forecast d'analyse financière, de suivi de la finance. Ensuite, dans le domaine du luxe, toujours au Japon, pour une filiale du groupe Kering, Boucheron, où j'étais en charge à la tête de la finance. Et enfin, plus dernièrement, jusqu'à septembre dernier, donc, pour la marque de luxe Valentino, la marque de luxe italienne, où j'étais le CFO de la filiale japonaise. J'ai quitté tout ça pour rejoindre Digidaf dans un contexte où la direction financière externalisée, qui est notre cœur de métier, est en plein essor pour des raisons qu'on connaît bien. Donc la crise Covid étant passée par là, l'externalisation de ce type de service est devenue de plus en plus acceptée et acceptable, et aussi de plus en plus abordable en termes financiers. Et voilà, donc nous proposons toute la panoplie de l'accompagnement en direction financière, donc contrôle de gestion, gestion de la trésorerie, pilotage financier et stratégique aux côtés de la direction, et jusqu'à voilà, tout ce qui est administratif, administration des ventes et office management, toute la Ok, panoplie. Voilà. très clair. Bon bah écoute, je te remercie pour cette présentation, Alexandre. Moi, je vais être un peu plus rapide, hein. Moi, donc du coup, je suis donc CFO d'iPetZad. Donc iPetZad, donc, qui est un outil de gestion tout en un comptable et financière. Donc c'est vraiment l'outil hyper complexe, donc qui va aussi bien de la pré-comptabilité jusqu'à la gestion de la note de frais, au paiement et à un outil de gestion du cash, donc gestion de trésorerie. L'idée, c'est qu'on se veut être, voilà, être un outil qui soit extrêmement simple à déployer. Voilà, notamment dans le contexte actuel, avoir un outil qui soit simple, donc, comme je disais, à mettre en place pour voilà, optimiser tous ses coûts et toutes ses dépenses. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis chez iPetZat, et puis en parallèle, donc je fais un peu d'advisoring pour tout ce qui est pour différentes startups donc dans la finance. Voilà. Donc du coup, ce que je propose, c'est directement de faire un petit bilan macro rapide actuel, voilà, sur l'année 2022 et sur ce début d'année 2023. Donc voilà, pour arriver au fait que en fait, il y a une réelle besoin de maîtriser ses coûts. Donc voilà, vous avez pu le constater, mais voilà, 2022 s'est terminé un peu donc sur un contexte assez dégradé, entre une inflation de 5 à 7%, donc notamment qui est tirée par les coûts de l'énergie, donc tout ce qui est entre électricité et gaz. Et puis selon le dernier rapport, la Banque de France, donc là on devrait cibler sur une inflation de 5% cette année, donc en 2023. Plus sur le domaine, donc mon domaine, moi, de compétences, donc sur tout ce qui est, on va dire, levée de fonds, écosystème de la tech et des startups. Donc, on a vu qu'en 2022, il y avait un nombre d'opérations donc en baisse, donc un nombre d'opérations en volume en baisse, donc moins 6% donc, par rapport à 2021.
Mais par contre, on voit des montants donc, qui sont en termes de montants levés qui sont quand même supérieurs en 2022 par rapport en 2021. Tout ça parce qu'il y a un réel essor de la fintech, qui a un réel engouement et donc c'est pour ça que le montant levé en 2022 était beaucoup plus important. Et après, on a constaté quand même qu'il y a eu de grandes valorisations en baisse de boîtes dans la tech. Et que maintenant, quand les boîtes veulent faire des tours de table, il y a beaucoup plus de financement non dilutif et donc la dette est beaucoup plus privilégiée. Et puis après, voilà, vous avez pu le voir, mais voilà, il y a un contexte qui est assez compliqué parce qu'il y a de plus en plus de licenciements. Voilà, rien que dans la tech en 2022, plus de 200 000 licenciements. Et là, depuis le début d'année 2023, on arrive déjà à 150 000. Et ça, notamment porté par les GAFAM. Mais aussi, on voit que c'est quand même pas uniquement américain. Hein, c'est arrivé très clairement en France. Voilà, entre Payfit qui a annoncé dernièrement 20% de couper ses effectifs. On a aussi Back Market, Criteo ou encore Miro. Donc en fait, on voit dans ce contexte-là qu'il y a vraiment un réel changement d'approche et donc un réel besoin de maîtriser ses coûts. Et en fait, on voit que c'est pas arrivé depuis il y a seulement quelques semaines, depuis la faillite de SVB ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui a apparu depuis mi-septembre, on va dire mi-année 2022. Donc voilà, donc dans ce contexte, on voit qu'il y a eu certaines études, donc notamment un cabinet qui s'appelle Censuswide, qui nous dit que près de 50% des entreprises françaises souhaitent mieux maîtriser la gestion de leurs dépenses. Et parmi ces 50%, 40% pensent que cela passe notamment par la mise en place de certains outils et des solutions de gestion financière et comptable, donc notamment comme iPadDat. Et nous, à titre personnel, c'est quelque chose qu'on voit parce que on voit notamment les cabinets comptables qui sont de plus en plus demandeurs de solutions comme ça pour mettre en place ces outils-là auprès de leurs clients. Donc voilà. Donc, Alexandre va vous donner quelques astuces clés, voilà, pour maîtriser au mieux votre budget. Donc voilà, je te laisse enchaîner. Merci Clément. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, sur ce que tu disais, le contexte macro. Moi, je vais être très terre à terre. Hein. Quels sont, selon moi, les trois piliers pour maîtriser son budget? Tout repose sur la donnée financière de l'entreprise. Il faut qu'elle soit, premier pilier, rapidement disponible. Trop souvent, elle est dispo quand on a de la chance d'avoir un arrêté mensuel vers le 15 ou le 20 du mois suivant. L'engagement des dépenses et des encaissements. C'est fourni par l'expert comptable et voilà, c'est trop tard hein, pour de nombreuses petites sociétés, en particulier des startups, des scale-up en croissance, qui doivent gérer leur trésorerie parfois au jour le jour autour de la date de paiement des salaires. Ça devient compliqué de pouvoir prendre des mesures et d'ajuster sa trésor pour gérer ces à-coups-là. Les encaissements, le cash burn, tout ça doit être vraiment disponible rapidement pour que la direction puisse prendre les décisions nécessaires en temps voulu. Donc la rapidité de l'accès à la donnée, la fiabilité de la donnée, ça aussi c'est très important. Je pense que voilà, vous avez tous été confrontés lors de réunions de CODIR ou de réunions avec vos équipes, chacun venait avec ses chiffres qui étaient censés représenter la même chose et qui n'étaient pas du tout alignés en fait entre la finance, la compta, les RH, le dirigeant qui avait ses propres chiffres ou sa propre façon de couper ses chiffres, ses KPI, les achats, le commercial. Donc ça, vraiment avoir une donnée fiable. C'est primordial parce que sinon on perd du temps à essayer d'expliquer les écarts. On commence à devenir un peu suspicieux. Mais d'où vient ta donnée? Est-ce que tu es vraiment sincère dans la façon dont tu reportes tes chiffres? Voilà. Donc c'est une perte de temps et une perte de cohésion d'équipe que de ne pas avoir une donnée fiable à jour et vraiment indiscutable sur laquelle on peut commencer à bâtir ses analyses, ses contrôles et la maîtrise de son budget. La dernière chose, c'est d'avoir une donnée, on l'a rapidement, elle est fiable,
Mais bon, si on l'imprime sur papier, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment de l'avoir sous format digital, numérique, parce que c'est là vraiment que commence tout, qu'on peut déployer tous les outils pour aller maîtriser, analyser, gérer, piloter la finance et la stratégie de la société. C'est la clé pour mettre en forme vraiment la donnée financière. Le caveat que je mettrais, vraiment le petit point d'attention ici, c'est qu'il y a une foultitude d'outils qui permettent de mettre en forme la donnée et on peut vite se retrouver noyé dans savoir quel outil prendre, savoir comment l'utiliser, quel est le type de rapport qui est pertinent, etc. Donc voilà, ce qui est important aussi, c'est de bien se faire conseiller, de bien se faire aider pour choisir le bon outil de reporting, de BI et ensuite de mettre en place les bons rapports. Mais bon, si on s'appuie sur ces trois piliers-là, la donnée financière qui est digitalisée, fiable et disponible rapidement, idéalement en self-service, c'est vraiment, quand c'est bien utilisé, un outil surpuissant, je dirais, pour le pilotage financier, budgétaire et stratégique de sa société, en particulier en ces temps de forte hausse des coûts et d'incertitude sur l'inflation et ce que l'avenir nous réserve dans les prochains mois et les prochaines années. Je te repasse la main, Clément. Bien sûr, donc tout à fait. Donc en gros, je suis tout à fait d'accord avec ton point, notamment le fait qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont une multitude d'outils et que en gros, voilà, il y a une décorrélation entre différentes données à droite à gauche. Donc l'idée en fait, c'est certains outils. Notamment iPedsat, mais il y en a d'autres également, qui vous permettent d'avoir tout ça en fait sur un seul et même outil et qui vous permettent en fait d'avoir une certaine fiabilité et vous êtes sûr en fait que un outil ne vous donne pas une donnée A et un autre outil une donnée B, etc. Donc là, ça mène vraiment une côté tout ce qui est fiabilité et beaucoup plus de transparence qu'après vous pouvez partager notamment avec votre board ou quoi que ce soit. Donc ça mène à quand même pas mal de conséquences en cas de manque de contrôle. Donc Alexandre, si tu veux, je peux en parler. Ouais, je peux en citer deux que j'ai rencontrés lors des accompagnements que j'ai pu faire auprès de clients. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Les conséquences d'un manque de contrôle peuvent être sévères, sinon dévastatrices. La première qu'on peut citer, c'est un retard de paiement des fournisseurs. En cas de difficultés financières qu'on n'aurait pas anticipées. Une conséquence très concrète, vraiment, c'est un retard de paiement dans une facture ou dans plusieurs factures chez un ou chez plusieurs fournisseurs. Bon, évidemment, si les montants sont faibles et la durée du retard est courte, ça peut se régler à l'amiable, mais bon, la crédibilité de la société est quand même durablement mise à mal, en particulier si on travaille avec des grands groupes. Et si on travaille inversement avec des petites structures comme des TPE, des ETI qui sont aussi qui ne sont pas nécessairement très solides financièrement, tout retard de paiement peut être potentiellement engager la santé financière de ce partenaire et ça peut mettre à mal notre propre la fourniture des services ou des produits dont on a besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc c'est une conséquence vraiment à garder à l'esprit. Autre chose, si le retard de paiement concerne les impôts ou les taxes, ça peut avoir pour conséquence assez lourde d'empêcher la délivrance de l'attestation de régularité fiscale qui est demandée par de nombreux organismes et de plus en plus souvent pour rentrer en relation commerciale avec ces partenaires-là potentiels. Donc vraiment faire attention et toujours maîtriser son budget. Une autre conséquence, ça concerne tout ce qui est financement. Donc un manque de contrôle, ça ne rassure pas les créanciers, c'est un euphémisme, et ça peut réduire ses chances, par exemple, d'obtenir un prêt bancaire ou une aide, une subvention,
ou même dans un cas un peu plus extrême, ça peut être au détriment d'une levée de fonds. Par exemple, si notre BFR augmente ou la trésorerie se dégrade, à cause d'encaissements clients qu'on n'a pas suivis ou qui sont trop tardifs parce qu'on ne les maîtrise pas, ou alors inversement des cycles de paiement fournisseurs qui sont vraiment erratiques, qui sont mal maîtrisés, voilà, ça ne met pas en confiance en particulier un investisseur et en particulier pour une société qui vise de la croissance et qui va devoir scaler et pour lesquelles les problématiques de BFR vont être décuplées et que tout écart, toute dérive par rapport au budget et une non-maîtrise des coûts peut être fatale ou en tout cas peut être identifiée comme rédhibitoire par les partenaires investisseurs ou créanciers. Voilà, donc il existe, comme disait Clément, un éventail d'outils et de services à disposition pour vous aider, pour aider les sociétés à contrôler efficacement leur budget et à un coût modéré. Donc voilà, il est de moins en moins accepté et toléré, je dirais, dans l'environnement entrepreneurial et business de ne pas se servir de ces outils et de ces services à disposition et de laisser dériver son budget. Voilà. Tout à fait. Et puis donc du coup, je pense qu'on peut, c'est une bonne transition pour enchaîner ouais, dans ce contexte-là. Quels sont, on va dire, les bons conseils, les bonnes pratiques de DAF que nous sommes tous les deux pour maîtriser au mieux nos coûts dans nos différentes boîtes respectives. Je pense que moi, par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est dans un premier temps, c'est sensibiliser toutes les équipes au sein de la société, être transparent et franc avec eux. C'est-à-dire que bah voilà, leur expliquer pourquoi actuellement l'écosystème ou le domaine c'est un peu plus tendu financièrement. Et donc du coup, au travers de cette sensibilisation, toujours comment dire, leur dire avant chaque dépense, si par exemple, si c'était leur argent et non pas l'argent de la société, est-ce qu'ils feraient réellement cette dépense? Est-ce qu'ils pensent que ça a un réel impact? Donc vraiment, il y a ce côté, je pense, qui est important, transparence et sensibilisation des équipes. Après, autre point qui est extrêmement important, c'est utiliser au maximum ces ressources de manière plus efficiente, donc notamment par rapport à tout ce qui est acquisition client. Et donc, du coup, peut-être ne pas focus sur toujours atteindre, avoir de nouveaux clients, mais peut-être se focaliser sur ces clients donc, qu'on a actuellement dans son portefeuille, en faisant de l'upsell ou en faisant en sorte qu'ils ne churnent pas ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que voilà, par exemple, il y a une étude qui a montré donc à Harvard qui a été menée très dernièrement que faut investir jusqu'à 25 fois plus d'argent pour acquérir de nouveaux clients. Donc au final, peut-être que focus sur ces clients déjà existants, c'est peut-être déjà un bon moyen de réduire de réduire ses coûts. Je dirais aussi qui est très important, c'est adopter une culture cash et donc tout en mettant donc en place des outils de trésorerie et non plus uniquement se baser sur la compta ou voilà entre la réception de la facture qu'on n'a pas tout le temps, enfin c'est qui est assez long. Adopter une culture cash où là à l'instant T vous savez où vous en êtes voilà quel est votre runway, combien de temps il vous reste en trésor, etc. Donc c'est vraiment la culture cash pour moi elle est très importante. Et un travail assez important à faire, c'est prendre le temps de mapper l'ensemble des fournisseurs et essayer en fait une fois qu'on a mappé ces différents fournisseurs, renégocier ces contrats avec l'utilisation qu'on a, parce que souvent on a tellement de fournisseurs, tellement de contrats différents qu'on en oublie certains, qu'il y en a qu'on paye encore alors qu'on n'utilise plus ou encore certains qui sont pas du tout adaptés à nos besoins, on paye beaucoup plus par rapport à ce qu'on devrait. Par exemple, moi je prends comme exemple pour le type de business HubSpot, Intercom ou encore à LinkedIn, où voilà, il y a des gros contrats là-dessus, mais on peut toujours optimiser en regardant un petit peu, en épluchant un petit peu les différentes lignes du contrat
pour voilà, par exemple, sur certains gros outils comme je citais juste avant, c'est possible de couper limite par deux certains montants, quoi. Je pense que toi aussi, Alexandre, de ton côté, tu dois avoir des bonnes pratiques à nous partager. Ouais, ben, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Clément, moi, ce que je recommande très souvent, en particulier auprès de nos clients en croissance, et encore plus vrai actuellement avec l'incertitude sur la hausse des coûts et la baisse d'activité que ça peut entraîner dans tous les secteurs d'activité, c'est d'essayer de variabiliser au maximum ses coûts. C'est-à-dire ne pas s'engager dans des investissements lourds ou dans des contrats avec des frais fixes ou purement fixes, mais plutôt privilégier des contrats variables, donc au volume, au temps, qui vont exactement à l'utilisation, qui n'augmenteront, les coûts n'augmenteront que si l'activité augmente. En fait, c'est en phase avec l'activité. Si on s'engage dans des contrats avec beaucoup de frais fixes et que l'activité ne suit pas, on se met en danger. Et rompre des contrats fixes, c'est compliqué. Et c'est encore plus vrai si jamais on fait des investissements lourds dans le contexte actuel. Ensuite, autre chose que j'avais un petit peu évoqué, c'est d'avoir une seule source de données qui est vraiment la base pour toutes les analyses qu'on va aller faire dessus, qui va être réputée fiable, qui va être flaguée, c'est la bonne source de données. Et ça, c'est un des rôles et une des responsabilités de l'équipe financière, c'est je vous assure, je garantis la fiabilité de la donnée et ensuite aller déployer les outils qui vont aller utiliser cette donnée-là, mais sans la modifier, ne jamais la modifier et idéalement avec des rapports prédéfinis qui sont déterminés entre les experts des différentes BU, des différentes fonctions et la direction pour piloter la société, avec des rapports donc prédéfinis, mais également la possibilité, donc choisir un outil qui offre la possibilité d'avoir une partie aussi self-service, donc de mettre, d'adapter, de créer ses propres rapports de manière aisée pour avoir ses propres KPI pour les faire cascader dans son équipe ou auprès de ses propres de ses collaborateurs pour suivre ses propres facteurs clés de succès. Tout Dernière chose, ouais. J'allais rebondir là-dessus. Il ne faut pas voir le côté, on va dire, nos métiers respectifs ou uniquement comptables avec des codes comptables purs qui ne représentent pas forcément l'activité et votre business, vous, comme vous le voyez. C'est pour ça que mettre en place certains outils qui vous permettent de définir les différentes catégories, vous, comment vous voyez les différentes choses et quelles sont en corrélation avec vous, comment vous voyez votre business, comment il fonctionne, comment il tourne, c'est extrêmement important. Et l'idée, en fait, au final, c'est que vous voyez la partie financière non plus comme une contrainte, mais comme un réel atout pour piloter et driver votre business, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé, Alexandre, mais… Non, mais tu as tout à fait raison. Et pour moi, la finance, c'est pas ceux qui vont dire non, tu n'as pas le droit de dépenser ça. Ça fait partie du boulot, bien sûr, de notre rôle, le contrôle de gestion, le contrôle des dépenses, mais surtout, c'est d'être des partenaires pour aller apporter la donnée et l'appui. J'aurais besoin je sais pas, pour ce projet-là, j'aurais besoin d'investir, j'aurais besoin d'acheter, je sais pas, des véhicules, de louer un entrepôt. Est-ce que ça fait du sens? Mais ça, c'est pas nous, on a des modèles, on a la possibilité, la capacité de mettre sur pied, des petits business cases, des cas d'usage pour dire, dans le cas d'un achat
d'un investissement en immobilisation. Voilà ce que ça va, voilà comment le projet va se passer, va se dérouler financièrement, voilà le retour sur investissement, etc. Si au lieu d'acheter l'équipement, on le loue, voilà comment ça sert. Donc vraiment, c'est d'être en appui aux équipes pour leur dire, les aider, pas seulement la direction, mais aussi les équipes opérationnelles dans leurs décisions voilà, d'investissement, de financement, voilà, de croissance, de développement de leur activité. Et pour faire ça, je dirais, le troisième point, c'est vraiment utiliser les outils et les services à disposition. On a vraiment maintenant une panoplie d'outils modernes en SaaS, c'est-à-dire que quand il y a des innovations, de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, on en profite tout de suite. On n'a plus à attendre la prochaine release de Sage ou de je ne sais quoi pour avoir la fonction qui est indispensable, qu'on demande depuis 3 ans et qu'on n'a jamais pu obtenir parce que voilà, les équipes de développement côté fournisseur n'avaient pas terminé. Là, Ou on a... ils sont pas flexibles tout simplement, Ouais, et où ils que sont dès que pas c'est pas dans flexibles, ou voilà. leur Exactement. Que là, voilà, le SaaS, le cloud, c'est vraiment là où on peut profiter pour le même coût et un coût raisonnable des dernières fonctionnalités qui vont rendre le contrôle de ses finances et le pilotage de sa société beaucoup plus efficace pour un dirigeant. De même manière, si les cycles de recrutement, en particulier pour les fonctions support, RH, finance, sont compliqués en ce moment. Le marché est tendu. Se faire assister, se faire accompagner par une solution externalisée flexible où on ne paye que, comme je vous disais tout à l'heure, le volume, le temps d'expertise qu'on consomme. C'est aussi une façon vraiment assez smart voilà, de maîtriser ses coûts sans recruter quelqu'un à temps plein, sans savoir si la personne fera l'affaire, dans des temps où on a besoin de recruter souvent de manière assez rapide et avec très peu de compétences disponibles parce que voilà, le marché est très, très tendu. Voilà. Je te rends le micro. Ouais, Clément. très, très clair, je te remercie Alexandre. Du coup, comme venait de nous le dire Alexandre, donc on voit qu'il y a des réels avantages pour bien contrôler, on va dire, ses dépenses. Donc là, on était plus sur de l'opérationnel, mais en dehors de la partie opérationnelle, euh, on voit que bah, bien contrôler ses dépenses, ça permet aussi, quand on a des investisseurs au capital, bah, de montrer du sérieux du management. Par exemple, si on a un BP qui est en corrélation avec un BP en corrélation avec ce qu'on a fait, et ben ça permet de montrer tout simplement du sérieux. Mais aussi pour du non dilutif, pour de la dette, eh bien toujours ça rassure les partenaires bancaires. Et donc du coup aussi ça peut permettre de renégocier ses prêts. Bah voilà, si on voit que jusqu'à présent la société X euh, continue à, à réaliser des objectifs qui sont en corrélation avec son BP. Donc toute cette partie-là. Et puis d'un point de vue aussi interne, c'est toujours bien d'allonger son runway. Et si on peut éviter de faire des tours de table pour diluer les associés, voilà. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc voilà. Donc je pense qu'on a un peu terminé pour ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter, Alexandre. Non, c'est très, Bah, très, très clair pour moi. Ouais. C'est bon. super. Donc, je sais pas s'il y a des questions. Si jamais il y a des questions, je vous laisse les écrire dans le chat. On se fera un plaisir de vous y répondre. Et puis, si jamais il y en a pas, on peut terminer là-dessus. Je laisse 2, 3 petites secondes. Hop. Quelqu'un qui est en train d'écrire. Oui, il y aura un replay, mais il y aura bien un replay. Il sera en ligne. On le mettra en ligne dès l'après-midi, quoi. Aucun souci, on se fera un plaisir de le mettre en ligne, on communiquera dessus. Voilà.
Donc du coup, je pense que on a fini pour ce webinaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, d'avoir regardé et de regarder aussi si vous êtes sur le replay. Et merci à toi, Alexandre, du coup pour ton intervention. C'est un plaisir. Merci Clément, merci à tout le monde. Merci, très bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.